Le président américain qui a une nouvelle fois demandé hier à la Banque centrale américaine de baisser ses taux d'intérêt d'un point, d'un coup. Ce sont les mots de Donald Trump. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Orel BGC. Donald Trump qui continue de marteler que la Fed doit baisser massivement ses taux d'intérêt. En même temps, je me dis, est-ce que les chiffres d'inflation qui sont sortis hier lui donnent pas un petit peu raison, puisqu'elle est moins élevée? Les prix à la consommation sont moins élevés, notamment pour la partie corps, la partie corps inflation. Et donc voilà, on ne voit pas d'effet de Trump sur l'inflation aux États-Unis, bien au contraire pour le moment. Donc il est en son droit de demander à la Fed d'accélérer? Alors si on a une lecture instantanée, on va dire oui, les chiffres d'inflation sont plutôt bons. Alors il y a un effet énergétique quand même qui a vraiment modéré l'inflation globale. Et on a encore l'alimentation qui reste assez dynamique et ça joue un peu sur la perception de l'inflation des Américains. Mais surtout si on retire ces deux éléments les plus volatiles, on s'aperçoit qu'il y a quand même une inflation résiliente dans la partie service. La partie service quand même reste assez dynamique, n'accélère pas, ne décélère pas, mais reste quand même assez dynamique. Donc ça veut dire que la Banque centrale américaine n'a pas beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire qu'on reste sur une inflation qui reste résiliente. Après, dans l'aspect qui nous intéresse tous, c'est l'impact de la hausse des droits de douane. Alors, on a un élément, on a eu aussi hier... On voit rien. Alors, on ne le voit pas, mais on a quand même 87 milliards de dollars de droits de douane qui ont été perçus par l'État américain entre le 1er janvier et la fin du mois de mai. Ces 87 milliards, ils sont où ? Ils sont où dans l'économie américaine? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les fournisseurs des entreprises américaines qui ont payé ces 87 milliards, puisqu'on a les prix à l'import. Et les prix à l'import, c'est le niveau des prix auxquels achètent les Américains avant la taxation des droits de douane. Et on n'a pas vu ces prix à l'import baisser. Ils auraient dû baisser. Si c'est par exemple moi qui vends aux États-Unis qui paye ces droits de douane, j'aurais dû baisser mes prix de 10%. Et donc, on aurait dû voir ces prix à l'import. Ce n'est pas le cas. Ils sont en hausse. Donc, ce n'est pas les fournisseurs américains qui fournissent les entreprises américaines qui ont payé. Alors après, on pourrait se dire, bon, soit c'est les entreprises qui le payent sur leur marge, soit c'est le consommateur américain. Alors, dans le détail de l'indice des prix, on voit quand même que certains ménages américains payent déjà les droits de douane, mais sur les segments où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça va être par exemple l'ameublement. L'ameublement, tout est produit en Asie et particulièrement en Chine. Et donc, à ce moment-là, on a vu quand même quelques tensions sur les prix. On le voit aussi sur l'électronique. Là, on voit très clairement quelques signaux quand même d'inflation. Par contre, c'est vrai que dans tout le reste, c'est pas visible. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. Premier élément, c'est que les entreprises américaines ont anticipé ces droits de douane. Elles ont stocké. Et donc, pour l'instant, elles sont en train de vendre ce qu'elles ont stocké. Elles n'ont pas besoin. Les droits de douane dessus n'ont pas besoin de répercuter. Pour l'instant, par contre, une fois que tous ces stocks auront été écoulés, là, en vérité, ça commencera à se voir dans l'indice des prix. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'interrogation, c'est se dire, est-ce que finalement, elles vont pouvoir le répercuter? On a un ménage américain qui est très endetté, avec des crédits à la consommation, qui a vraiment un vrai problème de pouvoir d'achat. Il est très sensible au prix. Alors, est-ce qu'on pourra le répercuter? La réponse, ça dépend des biens. Comme nous a dit Walmart, sur les produits frais, je ne peux pas les avoir stockés, je suis obligé de les répercuter. Sur les bananes, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une audition sur la banane aux États-Unis, sur le fait que les prix de la banane avaient monté de 8% à cause des 10%. Ça veut dire que globalement, les États-Unis ne peuvent pas produire massivement des bananes. Ils sont obligés de les importer. C'est un produit frais. Et donc là, immédiatement, on voit les répercussions des droits de douane. Mais si vous prenez par exemple les véhicules automobiles, les constructeurs automobiles avaient fait des stocks à peu près jusqu'à la mi-juin, fin juin. Donc ça veut dire que les hausses de prix interviendront plutôt en juillet. Et donc les vraies hausses de prix sont à venir. Il y a un effet, Christian, un retardement a priori. C'est ce que disaient beaucoup d'économistes. Il y a un effet retardement de cette guerre commerciale sur les prix. Et donc, potentiellement, certains économistes disent, l'inflation aux États-Unis, qui est aujourd'hui à 2,4% sur un an pour les prix à la consommation, 2,8% quand hors inflation, pourrait monter jusqu'à 3,5 ou 4%. Alors après, quelque part dans l'année, là. Si vous prenez, on peut prendre un élément qui nous l'indique un petit peu. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle le PMI, l'indicateur prix des enquêtes auprès des directeurs des achats. Vous le décalez de 4 mois, ce qui est à peu près ce qui marche bien historiquement. Vous pouvez voir en effet l'inflation qui reviendrait entre 3 et 4% sur un an. Ça, c'est graphiquement et à partir d'une donnée d'enquête. Je précise bien que les données d'enquête ne sont pas fiables à 100% et qu'elles peuvent toujours un peu surréagir. Donc, il faut quand même assez modérer tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que graphiquement, si vous regardez cette donnée, cette soft data, cette donnée d'enquête, vous voyez bien un net rebond durant l'été. Donc, ce qui fait dire à certains que l'inflation va vraiment accélérer durant cet été. Mais encore une fois, la vraie question,
question, c'est est-ce qu'on pourra avoir véritablement cette répercussion sur les prix de vente ou pas? Est-ce que les entreprises auront la capacité? Moi, en tout cas, dans tous les cas, je pense que ces 87 milliards de droits de douane, ils vont se voir plutôt dans les profits des entreprises que dans les prix. Dans les moindres profits. Voilà, dans les moindres profits. Ça va être en grande partie absorbé. Alors, pas pour tout, encore une fois, hein, ça dépendra de la concurrence, du type de bien. Est-ce que c'est substituable ou pas avec d'autres productions américaines ou pas? Mais de la concurrence sur le marché propre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur certains prix, ça va jouer. Et donc, aujourd'hui, il est illusoire sur tout ce qui est produits électroniques, les smartphones. Bon, il y aura forcément l'impact de ces droits de douane, puisque tous les prix, tous les biens des smartphones sont taxés. Donc, on verra. En même temps, Donald Trump nous dit qu'un accord a été trouvé avec la Chine, là, il y a quelques heures. Chine qui fournira des terres rares, Américains qui accepteront les étudiants chinois. On se réjouit, on se dit que c'est temporaire, on se dit quoi? Ça prouve bien, l'administration américaine a montré avant tout sa dépendance aux terres rares de la Chine. Et donc, ils ont dû négocier quelque chose en catastrophe, puisque depuis le 4 décembre, la Chine avait bloqué les exportations de terres rares. Les États-Unis avaient à peu près 6 mois de stock de terres rares. Et là, on commençait à avoir des industriels qui arrêtaient ou qui réduisaient les cadences de production. Donc, ça prouve que Donald Trump a dû céder quelque part à la Chine. Mais la Chine est très prudente. Hein. La Chine a dit qu'elle donnait des licences seulement pour 6 mois aux entreprises américaines, que les entreprises américaines devaient se préparer à chercher d'autres fournisseurs, sachant que c'est un peu c'est anecdotique, parce que dire à trouver un autre fournisseur quand vous produisez 90 ou 96% des terres rares vendues dans le monde, vous voyez que ça laisse pas beaucoup de place à trouver un autre fournisseur. Et on sait très bien que les États-Unis, c'est pas en 6 mois qu'ils vont pouvoir avoir une offre de rechange, que ce soit au niveau des mines ukrainiennes ou même du Groenland, hein, s'ils annexaient le Groenland. Donc il y a là, la démonstration que d'un côté, les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Chine, mais alors il faut reconnaître aussi que dans cet accord, il y a aussi quelques éléments qui nous montrent que la Chine a aussi besoin des États-Unis, puisque la Chine a monnayer ces terres rares en échange d'importation de moteurs d'avion, d'éthane et de certains composants industriels, de pièces détachées. Donc ça prouve que la Chine aussi était quand même affectée par cette guerre commerciale. Donc voilà, on se met d'accord sur ce qui est vraiment essentiel, mais derrière ça, clairement la guerre commerciale n'est pas finie et M. Trump de toute façon a quand même promis aux Chinois qu'il voulait mettre 55% de droits de douane sur leurs produits, et donc ça veut dire que 55, on arrive. Ah oui, alors là on est à 30 actuellement. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de dire actuellement qu'il veut aller à 55. Donc on verra. Parce que normalement, là, c'est 10% de droits de douane pour tous les produits, pour tous les pays, plus le fentanyl qui est 20%, donc on est à 30. Mais il parle, lui, de mettre 55 et que la Chine mettrait que 10 sur les produits américains pour rééquilibrer les échanges. Mais ça, c'est sa vision à lui. Mais on verra d'ici le 10 août ce qui sera vraiment acté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça pose un réel problème. Je vous prends le cas de Walmart ou de Target qui, en ce moment, font les commandes pour la rentrée des classes et pour Noël. Et là, ils vont payer minimum 30%. Et donc, ça veut dire qu'à la rentrée, on va avoir les crayons qui vont prendre 30%. Parce que sur les crayons, Walmart ne fait pas 30% de marge. Donc, on va avoir des impacts qui vont arriver d'ici septembre-octobre. Donc, ça veut dire, Christian, on finit là-dessus. Le sujet, c'est la Fed qui se réunit la semaine prochaine. Le statu quo, évidemment, elle ne fera rien. Par contre, de plus en plus d'opérateurs de marché croient à un geste de la Fed en septembre. Mais on se dit, l'inflation, les chiffres étaient bons là, mais ils sont voués à augmenter au travers de tout ce qu'on a dit. Elle fait quoi, la Fed? Non, après, sur le fond, moi, je pense en effet que ce n'est pas une vraie inflation qui va revenir. Ça va être une sorte de marche d'escalier. Donc, forcément, ça va impacter l'indice des prix. C'est une bosse. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément entraîner une boucle prix-salaire et que ça va s'auto-entretenir aux États-Unis. Mais est-ce que la Banque centrale américaine peut décemment baisser ses taux si on a 3 chiffres qui montrent une forte accélération de l'inflation? Il va falloir rassurer le marché obligataire. Il va falloir dire au marché obligataire, on est confiant, on pense que c'est que ponctuel, c'est momentané, mais vous inquiétez pas, on ne va pas baisser de 100 points de base les taux directeurs et laisser l'inflation partir à volo. Donc il va falloir quand même que la Fed garde un certain discours rigoureux, parce que de toute façon, si elle faisait ce que dit M. Trump, le marché obligataire aurait une réaction particulièrement violente. C'est vrai, et ça se paierait. Si, évidemment, si la Fed obtempérait, baissait de 100 points de base, ce qui n'est jamais vu, parce que je crois qu'elle n'a jamais baissé de 100 points de base historiquement. Ou alors c'est qu'il y a une crise grave. Exactement. Derrière, les taux longs, eux, ils flambent.
Il flambe. Et donc ça compense, voire ça annule complètement les effets bénéfiques de la baisse des taux courts, puisque l'économie américaine se finance à taux long. Sauf que M. Trump a dit qu'il voudrait qu'on finance la dette américaine à court terme et non plus sur le long terme. La maturité moyenne de la dette américaine, c'est 4 ans et Bessent voulait se financer à très très court terme pour abaisser la charge d'intérêt. Ça, c'est pour la charge d'intérêt publique et sponsor privé aussi après. Après, oui, par contre, ça serait mauvais pour le secteur privé, on est d'accord, et pour l'économie américaine dans son ensemble, mais pour lui, pour son équation budgétaire et pour sa charge d'intérêt, parce qu'il considère aujourd'hui qu'il paye beaucoup d'intérêts, notamment aux Chinois qui sont détenteurs de dettes, mais aussi tous les non-résidents qui détiennent une grosse partie de la dette américaine. Et donc, en allant sur le court terme, il aurait pu à financer ça et à financer les étrangers. Et il voudrait presque que la Banque centrale américaine achète la dette américaine pour alléger. Encore une fois, c'est dans son optique de baisse d'impôts. Il voudrait alléger les dépenses d'intérêt pour pouvoir baisser les impôts un peu plus aux États-Unis. Ça a le mérite de la cohérence au moins. Oui, c'est sûr, mais après, ça marche pas jamais aussi. C'est pas si simple que ça. Et puis, si la Banque centrale américaine perd en crédibilité, c'est ce qu'on disait, c'est que la pente des courbes va se quantifier parce qu'on va anticiper une politique très inflationniste et on va demander une prime de risque pour prêter à long terme. Ça veut dire des crédits plus chers pour les Américains, pour les entreprises. Ça jouera forcément. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau pour Aurel BGC. Merci.